Salut à tous, c'est Bismart, session d'été, rediffusion des interviews les plus intéressantes, les plus exemplaires, les plus représentatrices de ce que les entreprises ont traversé durant cette année incroyable. Alors, tiens, tenez, vous allez voir, on va démarrer tout de suite, et on va démarrer tout de suite avec une marque iconique, c'est Ikea qui démarre cette première rediffusion. On repart les amis, on repart avec Karine Havas qui est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Directrice générale et CFO, directrice financière d'IKEA France. Et donc, alors voilà, IKEA. Mais je vais démarrer avec ça quand même. Mais non, mais... J'ai hâte. Il n'y en a pas beaucoup des marques comme IKEA. C'est-à-dire en termes de... alors, je ne sais pas comment trouver le terme. Dès qu'il se passe quelque chose avec Ikea, c'est un peu comme... Vous savez, je vais vous raconter un truc sur les médias. Alors, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque où je baignais vraiment dedans. Mais le pape fait n'importe quoi, vous aurez un urgent sur les téléscripteurs de l'ensemble des rédactions. Ikea, il se passe n'importe quoi, c'est un événement. C'est vrai ça, Karine? C'est vrai, on a cette chance. J'ai cette chance de travailler... C'est une chance? Je pense que c'est une chance, oui, de travailler pour d'opérer au sein d'une entreprise un peu iconique. Iconique, j'ai mis marque phare, parce que iconique, je ne savais pas comment... Oui, non, c'est une chance. Alors c'est vrai qu'on est très regardé et on a un devoir, je dirais, quelque part d'exemplarité, de montrer le chemin. On doit être quelque part influenceur, avoir un impact. Ouais, exactement. Mais c'est chouette en termes de réflexion, en termes d'innovation, en termes de perpétuellement se remettre en question. Je trouve que c'est très intéressant. C'est pas un poids, parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur, en gros. Je pense que tout le monde a droit à l'erreur. Non, pas Ikea, il se passe quoi que ce soit. On le sait. Vous accueillez ça avec un grand sourire, donc visiblement, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Il se passe quoi que ce soit, vous avez droit à la une de Libé, vous avez droit en tant que symbole de la multinationale qui méprise le monde. Pas tout à fait, justement. Non, c'est parce qu'on a un impact, on s'évertue à avoir un impact positif. Je pense que c'est pour ça peut-être qu'on le reçoit et qu'on le vit très bien. Certes, des fois, on peut faire des erreurs. Et ça fait partie aussi, justement, des valeurs d'IKEA. Et je pense que c'est pour ça qu'on le vit très bien. Parce que une des valeurs principales chez IKEA, c'est le droit à l'erreur. Et même, on nous encourage. On s'encourage tous à tester, à se tromper, à recommencer. Et d'ailleurs, je pense qu'on a un exemple assez marquant avec Ikea la Madeleine. On a commencé, on a testé dans le monde entier. C'était le premier concept Ikea City. D'ailleurs, à l'époque, ça ne s'appelait pas Ikea City parce qu'on cherchait encore la bonne dénomination. Donc, c'était quoi l'idée? Enfin, je ne sais pas si on en parle au passé d'ailleurs, mais c'était quoi l'idée? C'était de rentrer en centre-ville avec quelque chose de plus petit, en fait. Exactement. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas comparer... 30 000 mètres carrés en périphérie en Île-de-France, avec 5 000 mètres carrés en plein centre de Paris, notamment à la Madeleine. Donc l'idée, c'était d'être plus proche des citadins, d'avoir une offre adaptée aux citadins. Et d'ailleurs, on a écouté les citadins. On a fait des milliers d'interviews, de visites de Parisiens chez eux. On les a entendus. Ils ne voulaient pas du tout de ce qu'on appelle le layout de chemin avec des flèches où il faut qu'ils aillent et qu'ils suivent, qui est très typique d'IKEA. Donc ils voulaient à Paris, non, on ne veut pas de ça. On les a écoutés. On a adapté une offre plus réduite, plus restreinte, évidemment, assez restreinte pour vraiment répondre à leurs besoins. Et finalement, on s'est aperçu que le vrai succès, c'est qu'on a réussi à attirer plus de 3 millions de visiteurs dans ce magasin en moins d'un an. Donc c'est énorme. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on sentait nos clients un peu frustrés, finalement, de ne pas retrouver ce parcours, les univers qu'ils avaient l'habitude de trouver chez Ikea, d'être un peu désorientés. Dont on s'affranchit d'ailleurs au bout d'un moment, parce que quand on s'installe à un moment, les vendeurs nous reconnaissent. C'est-à-dire, on connaît le magasin Ikea par cœur, et on arrive à s'en affranchir un tout petit peu de votre... un petit peu, exactement. Mais là, on a été obligé, donc on a réinvesti 1 million d'euros pendant le confinement pour réorganiser notre magasin qui s'appelle maintenant Ikea City et pour vraiment répondre aux vrais besoins finalement en vie réelle de nos clients qui auparavant... Dans les centres-villes. Dans les centres-villes. Donc ça veut dire que c'est un succès.
Ça veut dire que c'est le début d'un vrai succès, oui, puisque maintenant il y en a beaucoup dans le monde, notamment au Japon, aux États-Unis, en Angleterre. Donc ça a été. Et on pourra dire que c'est à Paris que ça a commencé. Exactement, et on peut dire que ça a commencé en 2019 à Paris, en mai 2019, très exactement. Et juste un mot encore sur IKEA, parce que évidemment vous avez vu ça, forcément. Des études sur la solidité du couple quand on visite. Non, mais c'est vrai, quand on visite des magasins Ikea. Alors, je ne sais pas si c'est une rumeur ou en tout cas si c'est vrai. Par contre, je crois que c'est assez sérieux. Je pense que c'est assez sérieux. Maintenant, je vais en profiter pour dire que c'était avant la digitalisation accélérée d'IKEA et que maintenant, grâce à l'application Shop & Go, on scanne nos articles. Donc, monsieur est très content. On fait un tour. Si on veut très rapide du magasin, c'est ça. On scanne le QR code et on sort avec les articles sans faire la queue. Donc je pense que maintenant on pourrait refaire une étude et je pense qu'elle serait très intéressante. Pardon Karine, mais tout ça, ça nous fascine et puis on a vécu dedans quoi. Et sur les modes d'emploi, parce que je les ai toujours trouvés absolument géniaux moi. Ouais, alors exactement. J'ai jamais eu de sujet avec ça. Non. Et pourtant. Et ce qui fait notre succès, et c'est là où je pense on a beaucoup plus. Nos concurrents, ou en tout cas des acteurs sur le marché, ont plus de difficultés à intégrer cette niche, qui n'est plus une niche, mais en tout cas ce marché du meuble en kit, parce que c'est ce qui fait aussi notre succès. Alors c'est long. C'est pour ça qu'on propose aussi des services d'assemblage de meubles, pour ceux qui ne veulent pas le faire. Mais en tout cas, il y a une ingénierie derrière et qui est très, très puissante et qui est très réfléchie et qui permet vraiment de monter son meuble avec un peu de patience, certes, et un peu de temps, mais très facilement. Et dont le sujet, j'ai l'impression, pardon de parler de ça, mais dont le sujet, j'ai l'impression, parce que on a grandi avec ça quand même, ça a été une évolution telle qu'aujourd'hui, on ne peut plus se tromper. C'est-à-dire que il n'y a plus finalement, et ça je trouve ça génial, et ça doit être énormément de réflexion d'ingénieur, il n'y a plus de pièces qui puissent se mettre dans une autre pièce par erreur. Oui, exactement. Voilà, et c'est ça le truc. Et si à un moment ça force, c'est que... C'est que ça ne va pas. Et en même temps, on propose aussi, si jamais ça pouvait arriver, les pièces de rechange en magasin, à disponibilité, pour pouvoir, si jamais ça arrivait, tout de suite être capable d'aller jusqu'à la fin de son meuble Ikea. Extraordinaire entreprise. Alors, non, vous parliez parce qu'en fait, j'ai découvert ça grâce à vous. Vous postez sur LinkedIn, très corporate, assez régulièrement. Alors, je connaissais les préceptes de Jeff Bezos, mais il y a aussi les préceptes de... comment il s'appelle ? Ingvar Kamprad, tout à fait. Et alors, il y en a un qui... Alors, le poison le plus dangereux, c'est le sentiment alors, j'ai traduit achievement par accomplissement, plénitude, c'est ça. C'est le sentiment de plénitude. Il faut toujours penser qu'on peut faire mieux le lendemain. Oui. Oui. Et je pense que... En termes de RH, ça, c'est puissant. Mais en même temps, c'est ce qui a fait... ce qui fait la force d'IKEA. Vous ne devez jamais être satisfait. Alors, on est toujours satisfait d'aller chercher la petite amélioration qui fera qu'on pourra être encore meilleur. Et je citerai... C'est pas épuisant, et je pense que moi, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, c'est quelque chose qui me parle et qui est dans mon ADN. Et je me rappelle toujours avoir dit pendant ma carrière, et même en début de ma carrière professionnelle hors sport, il faut... Alors, c'est pas très heureux comme expression, mais il faut toujours se concurrencer soi-même, parce que si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Et je pense que ça, c'est très présent, alors c'est présent moi en tant que personne, mais c'est très présent dans l'entreprise IKEA, et ça a été vraiment, c'est l'expression que vous citiez qui est en anglais, qui est vraiment très percutante, elle est vraiment dans l'ADN, dans la culture de cette entreprise. Et c'est pas qu'on n'est jamais satisfait, au contraire. Karine, vous avez été capitaine de l'équipe de France de volley, grande championne de volley. On n'est pas tous des sportifs de haut niveau. Non. Je comprends parfaitement que ça aille à la sportive de haut niveau que vous avez été et que vous restez en fait à la tête d'IKEA, mais nous on n'est pas comme ça. On a besoin à un moment de se dire waouh, c'était génial, et puis de se reposer sur ce qu'on a fait. Mais vous avez raison, on peut tout à fait célébrer les succès et les victoires, mais on peut aussi être plus que satisfait, en tirer une fierté, une satisfaction personnelle, chaque fois aller chercher le petit plus qui fait qu'on restera toujours dans le lead, mais c'est pas vraiment dans le lead, c'est dans montrer le chemin, vous voyez, être précurseur, créer des mouvements, et c'est ça qui crée des passionnés en fait. Ça me faisait penser, là, j'ai vu une réflexion, alors, parce que Jeff Bezos est célèbre aussi pour ses maximes de management, et il a dit un jour, il
regardait les classements de Best Place to Work, etc. Il a dit un jour, si on se retrouve un jour dans un de ces classements, c'est que l'entreprise est foutue. Oui. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça, puisque vous y êtes dans ces classements, justement. Dans les classements. Il voulait, Bezos dit, si un jour on considère que Amazon est une best place to work, alors Amazon est foutu. Ah non, alors là, c'est pas du tout notre point de vue. Pardon, j'avais pas compris. Je me doutais bien que... non, alors pas du tout. Là, pas du tout notre point de vue. Non. Il faut être best place to work. Oui. Et c'est compatible avec l'ensemble de ces engagements, là, de cette espèce de... Bien sûr, mais quel est le salarié, le collaborateur qui est le plus heureux ? Si ce n'est pas celui qui a le sentiment de participer à quelque chose de grand, de participer par ses actions à améliorer un ensemble. Je pense que c'est ça, en fait, la clé. Et vous voyez, on a eu, pendant le confinement, justement, une étude qui est sortie, qui a été publiée par EY Parthenon, il me semble. L'entreprise Ikea France, deuxième meilleure entreprise aimé par les salariés. Et vous voyez, donc ça c'est pas antinomique. Toutes ces études, moi, Karine. Tout à fait. On peut prendre, on peut pas prendre. Par contre, il y a un taux d'engagement de salariés de 82% qui est pratiquement 10 points au-dessus du marché, des taux de standard du marché. Donc après, on peut prendre, pas prendre, peu importe. Mais je pense qu'il y a vraiment, c'est pas antinomique. On peut être bien où on est parce qu'on a cette liberté de créer. Parce que c'est aussi ça, en fait. Le fait de toujours se challenger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant la période Covid, par exemple, pendant que tous nos concurrents, ou la majorité de nos concurrents étaient ouverts parce qu'on avait cette limite de 20 000 mètres carrés et que Ikea était le seul avec 2 magasins, excepté 2 magasins fermés au public, administrativement au public. C'est ce qui a fait qu'en 5 jours, par exemple, l'équipe de direction de Montpellier, mais 9 magasins, ont ouvert ce qu'on appelait Covid Pop-up Stores, ouvert au public sur 300 fois moins de surface que son magasin qui était fermé et qui s'est... Ils ont décidé ça tout seuls. Alors évidemment, on les a accompagnés. Oui, mais l'initiative, elle vient du terrain, si on faisait ça. Oui, exactement. Et pendant le premier confinement, on a eu un collaborateur qui était, je crois qu'il travaillait au service clientèle, qui a créé une application pour nous permettre de faire du click and drive safe sur rendez-vous pendant que tout était fermé. Là, c'était le premier confinement. On était vraiment sous restriction forte. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça Ikea. Alors oui, c'est vrai, on se challenge toujours, mais c'est ça qui permet de faire émerger des innovations. Et c'est ça Ikea ou c'est ça, c'est-à-dire le rôle de la directrice générale là-dedans ? C'est-à-dire vous mettez dans un moule qui est ultra formaté, un peu en mode Amazon, hein, c'est très intéressant. Voilà, il y a un moule défini d'entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est très efficace. Ou est-ce que vous gardez une dose d'autonomie ? Il n'y a pas de réponse. Je pense que la réponse, elle est un petit peu au milieu. Oui, il y a une vraie culture, de vraies valeurs auxquelles on adhère ou pas. C'est ça. D'ailleurs, on dit souvent, le truc, et on dit souvent qu'au bout de 6 mois, après 6 mois d'IKEA, tu quittes ou tu restes à vie. C'est les rumeurs dans l'entreprise IKEA. En tout cas, c'est vrai que la culture et les valeurs sont tellement fortes que de toute façon, il faut les incarner. On se doit de les incarner, on se doit d'y adhérer parce qu'on la vit ou pas. Ah, mais je comprends. Et ensuite. Par contre, il y a un fort degré d'inclusion, d'acceptabilité. Tu es qui tu es, tu viens comme tu viens. Il n'y a aucun code, que ce soit social, de dress code. Il n'y a pas de code. Par contre, il y a de vraies valeurs, une vraie culture. Une fois que tu es dedans, tu te défonces. C'est ça. Voilà. Oui, aussi. Oui. Et tu mets ta passion au service de l'ameublement. Les défis de la reprise, Karine, alors de manière très immédiate, là, c'est quoi pour vous aujourd'hui ? Les défis de la reprise, de façon, je dirais, d'abord court terme, très court terme, c'est d'assurer une expérience client agréable, inspirante, tout en gardant comme priorité la sécurité, la santé des collaborateurs et des visiteurs et clients. Ouais. Ça, c'est vraiment, je dirais, le premier enjeu majeur, le premier défi de réouverture. Alors, on a beaucoup travaillé pour ça parce qu'on a quand même été fermé pendant 3 mois et demi. Donc, pendant 3 mois et demi... Quand il y a la masse des clients qui veulent rentrer dans le magasin, il faut effectivement... Il faut gérer, donc bien sûr, tout ce qui est protocole sanitaire, mais surtout, il faut les accompagner. C'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a développé, on a beaucoup boosté la digitalisation, on l'a accéléré pendant tous ces mois de crise sanitaire, ce qui permet maintenant aux clients, parce qu'en fait, on a beaucoup
beaucoup plus de visites sur ce déconfinement en ligne et en magasin qu'on ne l'a eu pour le premier déconfinement. Ce qui est assez surprenant parce qu'on a été fermé. Alors c'est vrai qu'on a été fermé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des gens qui vont d'abord en ligne et qui ensuite vont dans le magasin? Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus de 86% de visiteurs en ligne par rapport au premier déconfinement, pour moins de transactions en ligne et pour plus de transactions en magasin. D'accord. Ce qui signifie qu'en fait, on a réussi ensemble avec nos clients à développer cette culture omnicanale. Les clients, finalement, avant de venir en magasin, font leur liste des courses, regardent la disponibilité des produits, préparent leur parcours d'achat, viennent en magasin, touchent, s'inspirent. Et ils y vont quand même, alors que vous pourriez leur livrer, là. Alors oui, alors on continue à livrer. Oui, on continue mais ils y vont quand même, donc il y a un désir d'aller dans vos... C'est ce qu'on constate, là, après 10 jours d'ouverture, il y a un vrai désir de venir nous rencontrer. Et je peux vous dire que ça nous fait... Un désir d'aller chez Ikea. Oui, mais ça nous fait une joie immense, parce qu'on a un vrai désir de les rencontrer également, même si on n'a pas coupé pendant cette période de fermeture. En termes de... Enfin, parce que là, l'ensemble des industriels, et vous l'êtes, vit au rythme des pénuries. Enfin, vous arrivez, il y a des sujets là-dessus en ce qui vous concerne. Oui, alors on a quand même cette force. Disponibilité, tout ça. Oui, alors on a connu de grosses difficultés quand même après le premier déconfinement. Aujourd'hui, on s'est préparé, on a beaucoup appris. Et je pense qu'on a aussi très fortement changé notre logique logistique, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur... on avait un modèle très rodé en termes de logistique qui fait notre force, notre avantage, je dirais, concurrentiel, si je puis m'exprimer ainsi. On avait une logique de juste à temps, de juste Exactement. stock. Ouais, tout à fait. Et on est passé maintenant dans une logique beaucoup plus orientée client qui est, je dirais, mais si jamais. Si jamais on avait un nouveau confinement, si jamais on avait beaucoup plus de clients, si jamais on avait un prestataire déficient, si jamais on avait des fournisseurs qui ne pouvaient plus produire. Voilà, donc en fait, je dirais qu'en termes de logistique, l'enjeu majeur, il est là. Il est de pouvoir faire cette balance entre un modèle, je dirais, plutôt économique, c'est-à-dire que juste à temps, juste stock, qui avait une puissance économique et qui était légitime, éprouvée, ouais, à un modèle beaucoup plus management du risque et des opportunités. Et ça, c'est important, je pense. On est vraiment passé dans une logique d'opportunité. Et c'est durable, à votre avis, Karine? Je pense qu'il faut trouver la balance. C'est une révolution. Tout à fait. Mais on s'adapte à l'environnement instable, au pic, au down, etc. Mais c'est vrai qu'il faut trouver maintenant l'enjeu majeur, pour répondre à votre question, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre le modèle économique, le modèle de gestion des risques et des opportunités. Mais c'est certain que par rapport à avant, on ne peut pas se permettre de laisser une opportunité filée. Une opportunité, c'est quoi? C'est un client qui veut acheter quelque chose? Oui, c'est une demande, c'est une vente ratée. C'est ça, parce qu'en parallèle de ce que vous décrivez là, les clients sont de plus en plus impatients. Alors oui, les clients sont de plus en plus impatients. Il y a effectivement un nouveau modèle de consommation qui s'est installé. Je veux tout de suite, quoi. Et si je ne l'ai pas tout de suite, je vais aller le chercher ailleurs. C'est évident. C'est évident. Ceci étant, il y a quand même une tolérance, je dirais, de la part du client. Alors toujours pareil, si la livraison je dirais, respecte une certaine norme en qualité de développement durable, si je suis livré en électrique, si on me prévient, il y a quand même je pense pas qu'il y ait une zéro tolérance. Malgré, alors parce que c'est là-dessus que je veux finir, je suis frappé par la concurrence qui est en train de naître partout, c'est-à-dire la digitalisation, pour le coup, des modes de fabrication, des modes de vente et tout, fait jaillir du côté du meuble des choses mais vraiment passionnantes, intéressantes, des jeunes entrepreneurs qui partent, les barrières à l'entrée se sont quand même effondrées. Il y a une nouvelle concurrence là pour vous aujourd'hui qui va peut-être nécessiter plus d'agilité, plus de créativité? Non, je pense que je vais revenir à mon discours du départ. C'est-à-dire c'est-à-dire que on se concurrence soi-même avant de laisser l'opportunité à d'autres de nous concurrencer. Mais au-delà de l'aspect concurrentiel, je pense qu'on a vraiment de vrais atouts chez Ikea. Ah non, mais ça, j'ai pas... Évidemment. Qui font que notre modèle maintenant omnicanal... il peut largement lutter contre un modèle digital. Et je pense que maintenant, on a cette complémentarité qui est
de notre point de vue, indispensable entre les points de rencontre physiques, qui sont maintenant variés. Parce qu'on a, je vous donne un exemple, pour le marché francilien, on a 7 magasins en périphérie qui sont avec des surfaces de plus de 30 000 m², qui sont là, qui vraiment inspirent nos clients, où là on peut vraiment leur donner des solutions simples, par exemple pour vivre de façon saine, durable dans leur quotidien. On a un magasin qui est spécialisé cuisine en petite couronne. Nous avons Ikea City qui permet vraiment de répondre aux besoins des citadins. Nous avons bientôt, et alors quelle fierté, ouvrir Ikea décoration le 23 juin rue de Rivoli, où là nous allons vraiment répondre à une demande très présente des Parisiens en termes de décoration et donc, cette capacité. Ce que vous dites, c'est la multiplicité des formats en fait. Voilà. Permet à chacun de et le e-commerce. Trouver et le e-commerce et permet le à chacun de trouver. Exactement. Et cette complémentarité, je pense qu'elle est essentielle et qu'elle ne peut pas être que digitale, mais elle est vraiment omnicanale. Merci Karine. Merci Stéphane. Karine Havas, donc la directrice générale, Managing Director, c'est ça le titre exact, hein? Oui, voilà. CFO. d'IKEA en France, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Chloé Claire. Bonjour Chloé. Bonjour Stéphane. Directrice générale de Neimer. Alors il y a plein de sujets avec vous Chloé, mais le premier quand même, c'est qu'effectivement, là je parle à une directrice générale. Tout le temps, quand on... Là, alors j'ai appelé data, l'heure du raffinage, on va parler. Tout le temps dans la tech, on parle aux fondateurs. Oui. Et là, j'ai une directrice générale. Tout à fait. Directrice générale qui vient d'un grand groupe en plus, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. Vous venez de Vinci? Oui, c'est ça. Mais en fait... Ça m'intéresse beaucoup, voilà. Alors rien que ça m'intéresse beaucoup. Et rien que ça, je me dis qu'effectivement, il y a des fondateurs et il y a des directeurs généraux, c'est pas le même métier. Oui, exactement. Et ça, on se rend compte parce que justement, mon associé, qui est fondateur, Grégory Labrousse, c'est un visionnaire, un créatif, mais un peu moins un gestionnaire. C'est ça. Et donc, en fait, on est très, très complémentaires. Et pour le day-to-day, pour passer à l'échelle, ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Neimer et ce qu'on a fait avec notre IPO, on a besoin d'être structuré, d'être organisé, de pouvoir aller de l'avant et de préparer la forte croissance qui nous attend. Et d'un autre côté, il a fallu quelqu'un, il y a 4 ans, pour imaginer qu'il fallait investir dans les data, dans la transition écologique, au moment où personne n'y croyait. Disons qu'il a trouvé un moyen de le faire au moment où tout le monde cherchait le moyen. C'est peut-être plus juste, non? Il y a 4 ans. C'est ça, oui, voilà. Peut-être. Et puis aujourd'hui, il est évidemment à mes côtés, mais justement sur toute cette partie créative, nouvelles solutions, produits, etc. Donc c'est un mix qui fonctionne bien. J'avais une phrase sur la data dont j'étais très fier, donc vous allez vous aussi y avoir droit. C'est comme le sexe adolescent, c'est-à-dire tout le monde en parle, tout le monde en rêve, personne ne le fait. Vous voyez? Ah, c'est un peu ça. Il y avait un peu de ça, voilà. C'est un peu ça. Et lui, il a trouvé un moyen. Alors on va y aller autour du bâtiment. Mais alors donc, vous l'avez dit, IPO, vous avez fait une introduction en bourse. Introduction en bourse pour aller chercher à peine 8 millions d'euros. Oui, tout à fait. Là aussi, c'est un autre mystère. C'est-à-dire, d'ailleurs, tout le monde vous le dit, hein, c'est la question qu'on vous pose de manière récurrente, oui. Mais pourquoi vous imposez les contraintes de la cotation, même si c'est gross, hein, il y en a un peu moins de contraintes, voilà. Mais quand même, justement, aller chercher 8 millions d'euros sur la data, comme dit Macron, vous traversez la rue, vous les trouvez, les 8 millions d'euros. Je suis tout à fait d'accord, mais d'abord, je pense qu'on est aussi des pionniers, et faire différemment des autres, pourquoi pas? Et puis, en plus, growth, c'est assez léger finalement. Oui. Et ça permet aussi de structurer bien une entreprise. Et vous l'avez dit, je viens des grands groupes. Et c'est vrai que moi, je me sentais à l'aise dans une entreprise qui était prête pour sa forte croissance. Et pour la préparer, rien de mieux qu'un accélérateur qui est finalement l'IPO, où en quelques mois, on s'est vraiment transformé. On a conditionné l'entreprise pour pouvoir y aller. Et ensuite, il y a une question de notoriété. Vous l'avez dit... Je trouve ça génial, Chloé. Ah bon? Ah non, mais absolument génial, parce que ça veut dire... alors, donc l'entreprise a 4 ans. Oui, c'est ça. Ça veut dire que, en fait, vous vous mettez sous l'œil public, et c'est sans doute la plus belle protection contre les délires qui pourraient vous saisir. Si jamais, à un moment, j'en sais rien, vous aviez des projets... compliqué en fait à rentabiliser, enfin des choses comme ça. Oui, tout à fait. Non, en plus, aujourd'hui, on a quand même assis notre tech, donc on sait où on va, on a des grands comptes, des clients, mais ce qu'on doit asseoir, c'est la notoriété. Et vraiment, c'est important parce que l'IPO, c'est mieux qu'un petit article qui dit un tel a levé 8 millions avec tel fonds. On est bien plus visible, alors qu'à notre échelle, finalement, regardez, je suis sur votre plateau, voilà. Je m'incline, et vous êtes, et je suis très franc, vous êtes sur le plateau pour ça. Voilà. On m'aurait dit, c'est une boîte qui fait de la data dans le bâtiment. Non, d'accord, quoi. Ils sont rentrés en bourse, ils ont fait plus 22% à l'ouverture. Voilà.
Une semaine un peu difficile pour les autres IPO, donc on était un peu comme ça. Mais oui, c'est ça en plus. Ouais. Non, il y en a qui ont fait la une de la presse, ça s'est très très mal passé. Et vous, tranquille, hop. Il y avait une forte demande. Je pense qu'en plus, on est sur de la transition écologique. Donc, évidemment, ça parle à beaucoup de gens. La data, il y a un peu de ce côté de votre citation, on a envie d'en faire. Ouais, voilà. C'est rentrer dedans. Voilà. Et ouais, ça permet, en plus, à tout le monde d'y aller. C'est la puberté. Voilà. Et il y a autre chose. Quand on est justement directrice générale d'une entreprise qui rentre en IPO, on a des messages de gens qui vous disent « J'ai investi, je crois en votre entreprise que je ne connaissais pas ». Et sur LinkedIn, j'ai plein de messages comme ça. Et je trouve que, en fait, en se réveillant le matin, c'est encore plus sympa d'avoir ça. Ouais, mais il y a un gros sac à dos là quand même. Et voilà, c'est ça. Ah, ça vient avec le sac à dos. Mais la motivation, c'est quand même très important. Vous auriez pu lever 19 millions d'euros, j'ai lu, tellement la demande était forte. Voilà. Et vous êtes resté quand même à 8 parce qu'en fait, il y a un petit système qui permet d'aller plus vite à 8 et d'être plus léger en termes de dossiers, justement, qui est fait pour les entreprises de notre taille. Tout est pensé, réfléchi. Ah c'est mon rôle. Ah ouais, non mais c'est formidable. Et vous-même, alors, je ne vais pas vous demander votre âge, mais enfin quand même, ça m'intéresse un petit peu. C'est-à-dire, voilà, vous êtes au milieu de la carrière, enfin, voilà, pas beaucoup plus, quoi. Et donc, c'est quand même un saut dans le vide. Qu'on fasse ça comme nous on l'a fait, 55 ans, machin, on n'a plus grand chose à perdre. Mais là, vous, c'est un saut dans le vide. Non, mais au contraire, moi j'avais encore 20 ans de carrière, donc j'avais envie de faire autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de se réinventer. Quand j'ai fait mes études, on pensait qu'on allait faire ses études 5 ans, 8 ans, etc. Et qu'ensuite, on allait avoir une carrière. Et puis en fait, on se rend compte que le monde, il bouge 10 fois plus vite, que tout le monde peut apprendre sur des MOOC, peut faire des choses, etc. Moi, je suis ingénieure et architecte dans le bâtiment, pas architecte en tech. Et je suis aujourd'hui à la tête d'une boîte de deep tech qui fait de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est notre monde actuel qui le permet. Donc là, il faut saisir les opportunités. Et en vrai, moi, ça faisait quelques années que j'avais envie de le faire. Et puis, le Covid, finalement, c'est quelque chose, on a été chez soi, on a travaillé, etc. On s'est dit, est-ce que c'est pas le moment, finalement? Et je pense qu'il y a eu aussi une accélération de ça. Et Vinci a investi dans Neimer? Non, parce qu'ils n'ont pas de fonds pour investir dans Neimer. Maintenant, j'ai des amis chez Vinci qui ont investi personnellement dans Neimer. Eh oui, c'est ça. Bah oui. Ah, c'est incroyable. Bon alors, racontons ce que vous faites maintenant, parce que c'est là où ça se complique, si j'ose dire. La data, donc, c'est l'open data en fait que vous retraitez. C'est pour ça que je dis raffinage. Ça vous va comme... Oui, c'est raffinage et création. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va prendre l'open data, qui est très lacunaire. Donc, on va déjà le compléter. Alors, quel open data? Autour du bâtiment, vous dites, mais c'est quoi autour du bâtiment? Du territoire, vous avez plein de jeux de données des collectivités, des jeux de données de l'ARCEP sur, par exemple, toutes les connexions Internet. Vous avez des jeux de données de l'ADEME sur les DPE énergétiques. La performance énergétique des bâtiments. Exactement. Vous avez énormément de données qui sont aujourd'hui sur le marché. Le problème, c'est qu'elles sont dans des formats différents. Donc, vous avez du texte, vous avez des tableaux, vous avez des images. Nous, on utilise beaucoup d'images, etc. Et ensuite, vous avez des choses qui sont sur plein de supports et lacunaires. Donc, l'idée, c'était de dire, nous, on va mutualiser le travail, de s'emparer de l'open data et de le rendre actionnable dans une seule base de données. Mais on ne s'est pas arrêté là, parce que sinon, on n'apporterait pas assez de valeur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des nouvelles données à partir du croisement de ces données. Les données, chez nous, on appelle ça des attributs. Donc, c'est des attributs à forte valeur ajoutée qui sont créés avec des algorithmes de machine learning et de deep learning qui sont aussi très différents. Ça va très très vite. Pardon. Donc, vous prenez tout l'open data autour du bâtiment, des bâtiments. Des territoires, de l'environnement. Mais comment est-ce que vous déclenchez? Comment est-ce que vous dites, je vais aller m'intéresser à cette zone-là ou à ce bâtiment-là, ou etc. C'est quoi le fait déclencheur? Le fait déclencheur, c'est d'avoir désiré décrire le monde physique par la donnée. Comment est-ce qu'on décrit le monde physique? D'abord, on peut le décrire quantitativement. Vous voyez, vous pouvez... mais attendez, parce qu'il faut intervenir sur des géographies précises. Donc, c'est vos clients qui vous demandent, en fait, sur une géographie précise. C'est là que je reviens à mon associé, qui était visionnaire. C'est que lui, il n'a pas attendu d'avoir un client pour avoir l'idée. Il est parti, il a dit, on va décrire le bâtiment, le territoire, et ça va permettre aux acteurs, justement, des bâtiments, de la transition énergétique, de pouvoir s'appuyer sur des vraies données pour pouvoir, en fait, faire des meilleures stratégies. Mais Chloé, ça veut dire tous les bâtiments, tous les territoires? 35 millions de bâtiments en France. Mon Dieu! Et bientôt l'Europe.
puisqu'on est là pour ça, pour l'IPO. Ce qui me fait penser à ce que fait le fondateur de Devialet sur les terres agricoles. Lui aussi est exactement dans la même démarche, qui est une sorte de démarche de bibliothèque, en fait. Tout à fait. Vous faites une immense bibliothèque. Tout à fait. Actionnable. De la data du bâtiment du monde. Tout à fait. Et pas que le bâtiment, vraiment le territoire. Le territoire. Voilà, le territoire, vous avez tous les espaces publics. Mais donc ça peut servir aux promoteurs, mais ça peut servir aux collectivités pour essayer d'organiser la circulation, j'en sais rien, pour essayer d'organiser les flux énergétiques, pour essayer d'organiser... Exactement. En fait, ça sert à toutes les parties prenantes, ce qui fait que, je reviens à la notoriété, en fait, on s'intéresse à toutes les parties prenantes du bâtiment. Donc ça va aux assureurs, financiers, collectivités, propriétaires fonciers. Sur Vivatech, on est sur le stand d'Orange, donc ceux qui connectent les bâtiments, tous les délégataires de services publics, des déchets, de l'eau, etc. Donc là, notre base de clientèle est très large. Donc, et elle va des grands comptes. Attendez, on va revenir sur votre base de clientèle. Mais donc, j'ai compris. OK, Open Data, je prends l'ensemble de ces données, donc je les raffine et j'en fais ce que vous appelez des attributs. C'est ça. Exactement. Tout à coup, ce sont des métadonnées, quoi, d'une certaine manière. Alors, ce sont des données qui veulent dire quelque chose. Ce sont des informations qui caractérisent quantitativement, qualitativement, les bâtiments, parce que ce sont nos premiers cas d'usage, mais aussi le territoire. Mais les bâtiments, si vous voulez, vous pouvez savoir le ratio de surface végétalisée d'une parcelle, d'un bâtiment. Vous pouvez savoir si, quels sont les matériaux de toit. Vous pouvez savoir s'il est connecté ou pas à la fibre. Vous pouvez savoir si, dans un scénario 1,5 degré, 2 degrés ou 2,5 degrés, quel est son risque climatique, etc., etc. Donc, on a une palette. Et en fait, c'est cette palette-là qui fait la richesse de la proposition de valeur de Nemer. Si vous voulez juste 2 informations, peut-être que cette grande bibliothèque qu'on vous offre n'est pas la meilleure solution. Si vous avez besoin de plein d'informations tout de suite actionnables sur l'étagère, eh bien, vous venez chez nous. Oui, alors, pour donner un exemple, les assureurs tout à fait. sont parmi vos premiers clients. Exactement. Donc, on a un partenariat avec un actuaire qui s'appelle Adactis et on a fait une offre qui s'appelle Smart Home Pricing for Insurance, parce qu'on vise déjà l'international. Mais non, vous avez déjà 35 millions de bâtiments. En France. Il nous faut l'Europe après. Allez, continuez. Alors, je continue. Donc, en fait, ce que l'on fait, c'est d'améliorer le parcours client pour ces assureurs. Quand un nouveau client vient pour de la multirisque habitation, il faut qu'il réponde en moyenne à 20 questions. Donc, si on cherche 2-3 devis, soit on a 1 heure à passer, soit on n'a pas 1 heure. Et l'idée, c'est de capter ceux qui n'ont pas 1 heure. Et donc, en fait, il suffit de poser 2-3 questions au client, dont son adresse. Et nous, en live, pendant que l'assureur va faire le devis, il va appeler nos attributs et il va dire, là, j'ai toutes ces informations sur cette habitation. Et il peut y avoir aussi des données de sécurité sur les vols dans le quartier ou des choses comme ça pour l'assureur. Exactement, qui sont parfaitement publiques. La résistance des matériaux au feu, Tout à fait. Et vous savez que, par exemple, sous-sol, habiter près d'une bretelle d'autoroute est un facteur de risque pour le vol. Et donc, nous avons, grâce à Adactis, qui a donc cette expertise métier de savoir quelles sont les caractéristiques. Et on a testé 70 attributs. Aujourd'hui, on en a une trentaine qui servent pour l'assurance, mais on en a testé 70-80. On a fait des modèles de prédiction de risque. Ils les ont fait, puisqu'ils sont actuaires. Ouais, c'est ça. Nous, on a fait les attributs. Ouais. Et on a prouvé qu'avec 25-30, on était capable de bien mieux caractériser le risque, de 20 à 40% mieux que l'assureur traditionnel. Et donc, nous, on va voir ces assureurs traditionnels et on leur dit, vous êtes aujourd'hui, vous faites un petit peu manger les pieds par ces néo-assureurs qui viennent justement d'entreprises innovantes, de machine learning, etc. Luco qui est venu là, c'est très impressionnant. Vous avez des calculs de risque en quelques secondes. Exactement. Eh bien, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est qu'aux assureurs traditionnels, on leur apporte le game changer de Luco. Vous allez renforcer la rente, alors? Non, pas du tout. Vous étiez formidablement sympathique depuis le début. Non. Et là, voilà, sur les 30 dernières secondes, ça se dégrade. Vous allez passer moins de temps à comparer les prix de vos assureurs, puisque vous allez répondre à presque aucune question. Bon, 20 secondes, donc 35 millions de bâtiments en France. Ouais. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'inventorier tous les bâtiments du monde développé? On part sur l'Europe, et puis après, on verra. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Formidable. Allez, c'est parti. Mathieu Masselin, donc avec nous, fondateur de Wondercraft. Bonjour Mathieu. Bonjour. On va peut-être commencer par regarder, en fait, Wondercraft. Voilà, on va regarder ce qui s'appelle Atalante. Pardon pour ceux qui nous écoutent en podcast, pour ceux qui nous écoutent à la radio, mais alors d'abord, je pense que vous connaissez, et puis vous allez très vite comprendre. Mais justement, alors j'espère qu'on va pouvoir le voir, mais oui, enfin bon, il va arriver. Voilà, il arrive. Ah oui, alors voilà, effectivement, c'est une bande de démo, donc c'est d'abord quelqu'un qui marche tout à fait normalement, et puis voilà ton exosquelette qui se met à la place de celui qui marche. Pendant qu'on voit...
Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit aussi énorme que ça, Mathieu? J'ai vu qu'il y avait, alors ça pour le coup c'est un truc que je ne sais, 12 moteurs à l'intérieur de cette machine. Exactement, 12 moteurs qui sont comparables à ce qu'on va trouver dans des vélos électriques par exemple. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que le corps humain, c'est une machine qui est extrêmement complexe. Et c'est cette complexité qui lui permet de faire tout ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on est capable de marcher, de courir, de grimper dans les arbres, de sauter, de faire du parcours pour certains. Et ça, on peut le faire parce qu'on a beaucoup de muscles qui nous permettent de vraiment bouger dans toutes les directions et nous rattraper à chaque instant. Et c'est ça qu'on reproduit avec notre exosquelette Atalante. C'est cette capacité à faire des mouvements dynamiques qui vont nous permettre de reproduire toutes les capacités du corps humain. Et donc, c'est exactement ce qu'on a voulu faire depuis le début. C'est être le premier exosquelette qui n'est pas juste là pour faire bouger les jambes sans vraiment avoir réfléchi à pourquoi on fait bouger les jambes. Mais ce qu'on veut, c'est reproduire la marche humaine pour ce qu'elle apporte en termes d'autonomie, de santé et ce que ça va faire. Et donc, ça veut dire qu'il faut des moteurs dans les hanches? Oui. Indépendant des moteurs qui sont dans les genoux, oui. Indépendant des moteurs qui sont dans les chevilles. Exactement. En fait, c'est exactement ça. C'est ce que vous venez de décrire là, c'est notre architecture. C'est au niveau des hanches pour faire tous les mouvements, pour pouvoir écarter la jambe, la lever. Au niveau des genoux pour pouvoir accélérer. Et au niveau des chevilles pour pouvoir, entre autres, gérer l'équilibre et la direction. Et donc, il faut qu'on ait des algorithmes qui pilotent tous ces moteurs, parce qu'il y a deux jambes, hein, évidemment. Et ces algorithmes, ils doivent fonctionner très, très, très vite. Ce qu'on appelle à très haute fréquence, c'est des algorithmes temps réel, parce que le temps de décision, c'est la milliseconde. C'est-à-dire que toutes les millisecondes, il faut qu'on dise à ces moteurs, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour, si je suis en train de marcher, continuer à marcher? Si quelqu'un me pousse sur le côté, me rétablir mon équilibre. Si je suis en train de monter des marches, pousser un peu plus fort parce qu'il faut monter. Et ça, c'est le savoir-faire qu'on a développé chez Wandercraft. Et aujourd'hui, on est capable de faire tout ce que je viens de décrire. Celui qu'on voit là, donc, qui lance un ballon de basket dans un panier, donc il est paraplégique. Oui, c'est Kevin. Il n'y a plus d'impulsion, c'est-à-dire qui donne l'ordre premier qui va faire que le moteur de la hanche va... Ouais. Alors ça, c'est Kevin, parce qu'il a effectivement plus de motricité en dessous de l'abdomen, en gros, mais il peut encore bouger le haut de son corps. Et nous, on vient l'équiper, c'est ce qu'on voit dans les images à l'écran, d'un gilet qui va analyser les mouvements qu'il fait avec le haut du corps. Et en fonction de ces mouvements, l'exosquelette va se lever. Donc c'est pour ça qu'on le voit faire une impulsion au moment où il veut se lever. Et ça, à Atalante, l'exosquelette comprend que c'est une commande pour lui qui lui dit « lève-toi ». Il sent qu'il est assis, il a la commande, il en déduit qu'il faut se lever. De la même manière, quand il veut commencer à marcher, il va mettre une impulsion avec le haut du corps et l'exosquelette va se mettre à marcher. S'il voulait aller sur le côté, il bougerait un petit peu les épaules d'un côté et de l'autre. Donc on a développé toute une interface qui est super intuitive parce que ça correspond de toute façon à ce qu'on aurait fait en tant qu'être humain. Alors peut-être de manière un petit peu plus marquée pour la marche, mais par exemple, quand vous voulez vous lever, vous faites exactement ça, une grande impulsion vers l'avant parce que vous créez la dynamique qui vous envoie vers l'avant et ensuite vous vous relevez. Et donc, lui, Kevin, il a appris finalement à marcher avec Atalante ou... En fait, il fait ce qu'il faisait quand il avait des jambes et Atalante le suit comme des jambes pouvaient le suivre. Il a appris, mais c'est un apprentissage qui prend de l'ordre de 10-15 minutes. C'est-à-dire que quand on a rencontré Kevin, c'était dans le cadre d'une compétition qui s'appelle le Cibathlon, qui sont un peu les JO des exosquelettes. Et on cherchait un pilote pour représenter Wandercraft à cette compétition. On l'a fait monter dans l'exosquelette, il s'est mis dedans, il s'est levé instantanément, il a commencé à marcher dès le début. Donc en fait, l'apprentissage est très rapide. Après, pour maîtriser parfaitement, effectivement, on s'améliore au fil du temps parce qu'on comprend mieux comment la machine va réagir et puis on arrive à mieux fonctionner avec elle. Mais marcher avec Atalante, c'est quelque chose qui se fait le premier jour où on rentre dans Atalante. Et tout ça, c'est quoi? C'est 8 ans de boulot? Ouais, on a commencé en fin 2012. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on a commencé, on n'avait rien. Donc, on est parti vraiment de zéro. Et quand on a commencé, beaucoup de gens nous ont dit, c'est pas possible. En fait, déjà, faire marcher des robots, les plus grands labos de robotique s'y sont cassés les dents. Alors, imaginez qu'un robot va accueillir un être humain qui va le perturber dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'il fait dedans, et que ça va marcher. On a eu beaucoup de scepticisme. Et aujourd'hui, c'est génial parce que, par exemple, là, vous voyez les images de Kevin. Au Cibathlon, on a fonctionné devant tout le monde. Tout le monde a pu voir qu'effectivement, aujourd'hui, avec notre exosquelette, on marche, on monte des escaliers, on tourne et on est capable de faire tout ça juste avec l'exosquelette. Je me souviens, Mathieu, que Wandercraft est resté silencieux pendant de très nombreuses années parce que tu portes un tel espoir, en fait, avec cette machine, que tu ne voulais surtout pas, justement,
aller au-delà, que la promesse soit en fait trop forte pour ceux qui sont aujourd'hui paralysés. Aujourd'hui encore, il faut être clair. Moi, je vois bien dans tout ce que tu communiques et ce que vous communiquez, je trouve ça très bien, c'est aujourd'hui, c'est pour améliorer la rééducation. Ouais. Il n'est pas question de sortir dans la rue avec Atalante. Non, il n'est pas question de sortir dans la rue avec Atalante, mais on sait que c'est faisable. Et c'est ça qui a changé un petit peu dans les derniers 6-12 mois. C'est qu'aujourd'hui, on sait, parce qu'on a pu le tester chez nous, que c'est faisable, on est capable de gérer l'environnement réel. Le Cibathlon, c'était un bon exemple de ça. On était obligé de fonctionner sans aucune des mesures de sécurité qu'on peut avoir en centre de soins. C'est compétition entre les différents exosquelettes. Voilà. C'est ça, c'est un peu c'est les JO de toutes les équipes de recherche, etc. Même certains industriels quand ils veulent se confronter aux équipes de recherche. Et en fait, on voit qu'on est capable de gérer l'environnement urbain. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a le produit pour et qu'il est disponible aujourd'hui, mais ça veut dire que aujourd'hui, on sait qu'on va réussir, en fait. C'est juste une question de temps. Est-ce que ce sera 2, 3, 4 ans avant que ça puisse devenir mainstream. Avec une machinerie qui sera aussi lourde que celle-là ? Non, avec une machinerie qui sera beaucoup plus légère et beaucoup plus intégrée, on va dire. Aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est une nouvelle plateforme qui justement sera beaucoup plus compacte, beaucoup moins visible, on va dire, beaucoup moins encombrante et qui permettra de se déplacer un peu partout. Mais quand je lis améliorer la rééducation, Kevin, donc là, par exemple, lui ne marchera plus jamais sans a priori, non, sauf s'il y a des améliorations incroyables. Donc, ça veut dire que c'est pour ceux qui peuvent encore avoir récupéré ? Pas que, en fait. Et c'est ça qui est super excitant en ce moment, c'est qu'on a commencé la commercialisation d'Atalante assez récemment, fin 2019. Et depuis fin 2019, il y a des équipes médicales, souvent celles qui sont le plus en avance, qui sont vraiment au forefront de la recherche, qui utilisent Atalante dans leur pratique clinique, au quotidien, pour traiter leurs patients. Et en fait, ils voient ce que nous, on ne peut pas savoir forcément en tant qu'ingénieur. Alors nous, on a des médecins dans l'équipe, etc., mais on n'est pas avec les patients au quotidien. Eux, ce qu'ils voient, c'est que ça peut être utile dans beaucoup de cas de figure. Et même pour des patients comme Kevin, par exemple, rien que le fait de se reverticaliser, ça a un impact important, très important sur leur santé. Et donc, par exemple... Sur tout le métabolisme. Exactement. En fait, on discutait avec un professeur de médecine de la PHP, professeur Graciès, qui est quelqu'un de vraiment visionnaire aussi. Et ce qu'il explique, c'est que tous les tissus du corps humain s'altèrent quand on est en position horizontale prolongée. Et donc, c'est très important de remobiliser les gens, de les redresser, de les reverticaliser, de leur faire des choses debout. Et ça a un impact, alors qu'on est en train de quantifier à travers des études cliniques, mais sur la santé. Et par exemple, à Berck, qui est un de nos très grands partenaires aussi, c'est même pas des patients paraplégiques qui utilisent l'exo, c'est des patients tétraplégiques. Donc c'est une première mondiale. Ouais. Aucun autre exosquelette est capable de faire ça, parce que les autres exosquelettes reposent sur des béquilles, et on imagine bien qu'un patient tétraplégique, il ne va pas pouvoir utiliser de béquilles. Et en fait, ce qu'ils sont en train de voir, c'est les effets d'utiliser Atalante au quotidien avec ces patients. Donc on ne peut pas en parler encore avant d'avoir des résultats propres, nets, etc. Mais eux, ils voient un intérêt certain. Et donc là, alors, ce Nobel-là, le prix Galien. Voilà, le prix Galien. Donc, association avec un laboratoire américain, c'est ça ? Exactement. En fait, aujourd'hui, on est en train de s'ouvrir aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a l'autorisation de commercialiser notre exosquelette en Europe. C'est ce qu'on appelle le marquage CE dans le jargon. Et on a besoin de la même autorisation aux États-Unis par l'agence dont tout le monde parle en ce moment à cause de la crise Covid, la FDA. Donc c'est vraiment le sésame pour entrer sur le marché américain. Et pour avoir cette autorisation, on récolte un certain nombre de données, on fait un certain nombre de tests pour montrer que l'exosquelette est effectivement safe pour les patients. Et donc pour ça, on s'est associé avec un des plus prestigieux laboratoires aux États-Unis sur les aspects cliniques de la marche, qui s'appelle le Shirley Ryan Institute. Et cette association a été primée au prix Galien. Le prix Galien, c'est effectivement un peu le Nobel du médicament. Et ça, enfin, de la medtech, pas du médicament. De la medtech. Ils ont une partie sur le médicament quand même. Paris médicament aussi, ouais, d'accord. Il y a vraiment toute la santé. Après, nous, on concourait effectivement dans la partie medtech, ouais, et notamment dans la partie meilleure collaboration entre une boîte française et une institution américaine. Et moi, j'ai parlé avec des membres du jury. Alors, le jury, c'était vraiment du très très lourd entre guillemets, c'est-à-dire que c'était des CEO de Pfizer, GSK, des gens de la fondation Bill et Melinda Gates. Enfin, c'est vraiment des gens Top Gun. Ouais, des Top Gun, ouais. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est ce pourquoi ça a été choisi Wondercraft, c'est vraiment l'impact que ça peut avoir au quotidien sur un nombre incroyable de gens. Et
pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas de solution en fait. Vous prenez Kevin, si Kevin il veut passer beaucoup de temps debout, aujourd'hui il n'a pas de solution. Ouais, alors, il nous reste 1 minute, je t'avais peut-être déjà posé la question et j'ai oublié la réponse. Ce que je trouve dingue, c'est une équipe d'ingénieurs il y a 8 ans. Pourquoi se lancer le plus grand des défis ? C'est-à-dire, il y a ça et puis il y a aller sur Mars, quoi, en fait, globalement. On l'a bien compris comme défi. C'était quoi ton moteur ? Un truc familial ? C'est quoi l'histoire ? Alors, on est plusieurs En dans 1 l'aventure. minute, si possible, Mathieu. En 1 minute, ouais. Nicolas, qui est mon associé, son moteur, clairement, c'est familial. Moi, mon moteur, c'était de me dire, je veux quelque chose qui soit à la fois complexe, parce que intellectuellement, c'est vraiment super stimulant. C'est tellement sympa de résoudre des challenges qui sont vraiment compliqués. Mais pas pour rien, en fait. Pas un challenge pour le challenge. Un challenge qui a un intérêt pour le plus grand nombre. Et cette combinaison des deux, c'est ce qui fait vraiment la culture et l'ADN de Wondercraft. Et ça porte ensuite. Hein. Ouais. C'est ça. En fait, quand on voit qu'on progresse, n'arrête. qu'on arrive de plus en plus à faire des choses qui, il y a 1 an, n'étaient pas possibles. En fait, quand on regarde en arrière, on se dit, il y a 1 an... C'était nul ce qu'on faisait en fait, quand on regarde où on en est aujourd'hui. Et tous les ans, ça fait pareil en fait. Tous les ans, on se dit, mais c'est pas possible que c'était ça qu'on faisait il y a 1 an. Il y a 1 an, on était content avec ça, mais en fait, c'était vraiment pas bien par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et voilà, c'est ça qui porte au quotidien. Ouais. Mathieu Masselin, le fondateur de Wondercraft, était avec nous. On repart les amis, on repart avec alors une sorte de... C'est le ballon d'or de l'économie quelque part, Marc, hein, voilà, c'est ça. C'est le rendez-vous obligatoire avec le baromètre de l'attractivité de EY. Alors, on a tous... Le président de la République a tweeté, c'est la première fois, non, je crois, hein, quand même que... Non, ouais, l'année dernière, on avait pris la première place, et donc, voilà, les bonnes donc nouvelles. Déjà, etc. Quand même. Donc, elle est là, elle est sur ton... Voilà, ça c'est le slide original, EY. La France reste en tête du classement européen, même si elle subit la crise un peu plus fortement que certains de ses concurrents. Donc, après, moi je veux qu'on rentre ensemble dans le dur quand même un peu, Marc. 60% sont des extensions, donc investissement, hein, c'est les investissements étrangers, hein, c'est tout confondu, hein, c'est pas seulement l'industrie. Hein, voilà. 60% sont des extensions contre 22% en Allemagne, 25% au Royaume-Uni. Ouais. Bon, le côté positif de la force, c'est qu'on fidélise. On fidélise beaucoup d'entreprises. Numéro 1, voilà, je ne veux pas bouder mon plaisir. Voilà. Une fois qu'on y est, on y est bien. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on y est, on y est bien. C'est vrai que la France, c'est un pays où on crée peu d'emplois quand on investit venus d'ailleurs. Alors on va donner le chiffre, hein, 34 emplois par projet en France, contre 48 et 49 en ce qui concerne les Allemands et les Anglais. Exactement, et plutôt des extensions. Donc ça reste un peu notre point faible, même un sacré point faible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se débarrasser de l'image des 35 heures et de 15-20 ans de handicaps très lourds qui ont pesé dans l'esprit collectif, dans celui des dirigeants, dans les médias. Bon, pas celui-ci, bien sûr, mais l'image de la France qui empêche, et non pas la France qui permet, elle reste encore un peu présente. Mais donc, parce que c'est une réalité. C'est en partie une réalité. Et puis, une forte épine dans notre pied, c'est le coût du travail. C'est probablement le principal frein à des projets un peu plus amples, un peu plus nombreux et un peu plus de greenfield. Alors, je te fais toute confiance. On n'a pas d'ailleurs précisé la méthodologie du truc. C'est donc d'abord un sondage auprès de toutes les multinationales du monde. Et toi, directement, ou enfin tes équipes, vous avez fait... Je crois que c'est 200 interviews, c'est ça, en one-to-one de dirigeants. 200 interviews de dirigeants de toute taille d'entreprise, toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité, toutes origines, parce qu'en fait, il y a des vraies différences entre la grosse multinationale qui nous parle de New York et la PME italienne. Dans les entreprises, que c'est ces fameux verbatim qui sont aujourd'hui très très précieux. C'est ça qui donne véritablement le sens. T'es sûr que cette histoire de coût du travail reste encore... Alors, c'est pas plutôt le manque de souplesse globalement, l'impossibilité de faire évoluer le périmètre de son Stéphane, je pense que ça a changé. Ça fait quelques années qu'on se parle. Je pense qu'il y a quelques années, on était dans le portrait très noir, très exactement celui que tu dresses encore aujourd'hui, qui est en partie assez vrai. C'est-à-dire que la France est encore un peu complexe, elle est lourde, parfois elle surréglemente au lieu de surinciter. D'accord. Mais les investisseurs aujourd'hui trouvent, ils nous le disent dans ce baromètre, ils trouvent à la France beaucoup plus de mérite. C'est presque une bonne surprise, la bonne surprise de l'Europe pour eux, ce qui leur va bien, parce que c'est quand même la deuxième économie de l'Europe, l'Europe étant la première économie mondiale. Ils sont contents de retrouver un peu la France. Non, évidemment, ils y vont parfois avec grande difficulté, ils essaient de défricher notre millefeuille administratif, ils essaient de comprendre comment on ajoute des règles, ils essaient de comprendre là où on en a enlevé, et on en a pas mal enlevé.
a pas mal enlevé. Et tu vois, regarde, on va remettre ta courbe en plein écran. Le moment donc où on se croise, donc nous on est la ligne jaune, hein, là, voilà, c'est ça, on ressort bien. Et il y a un moment, on croise tout le monde, là on le voit bien. Ouais. Bah, vraiment, j'ai l'impression de gars qui se disent ah ça y est, la France est en train de changer. Puis boum, ah ben non, en fait, non. Alors, en 2018... Regarde le micro, parle dans le micro. Oui, pardon. On dépasse l'Allemagne, on était numéro 3, on était complètement décroché, et le Royaume-Uni, vraiment sur son nuage, le Grand Londres, une fiscalité extrêmement basse, un droit du travail quand même super permissif, et nous, on était au fond, sur la réglementation, sur le coût du travail, on était aussi au fond sur l'image, et on redresse, on dépasse l'Allemagne, et en 2019, juste avant la crise, on dépasse le Royaume-Uni. Alors cette année, on garde cette première place. Moi, je pense que voilà. Par peur de Brexit, non ? Comme l'a dit le président Macron, on accroche la deuxième étoile, une deuxième étoile sur le maillot. Donc moi, j'aime bien l'image. J'aurais aimé la trouver. Mais c'est vrai qu'on baisse un peu plus que les autres. On voit que c'est encore un peu friable, un peu fragile. Non, mais parce que tu as été toi beaucoup plus sincère dans ton titre que j'ai pas pu reproduire parce que pour des problèmes techniques, ça faisait trop de caractères si tu veux tout savoir. Toi, tu dis la France dans la course. Oui. C'est-à-dire que tu as bien conscience qu'en fait, on s'est fait rattraper par le peloton. On y a une compétition de la relance. Il y a une compétition pour la reprise de l'activité. Il y a une compétition entre les pays. Il y a aussi une compétition, une sorte de course intellectuelle aussi et très technique sur base de fiscalité, sur base de marchés qui reviennent ou qui ne reviennent pas, de consommateurs qui retrouvent le chemin des points de vente ou pas. Donc une sorte de course assez frénétique en ce moment, là où on se parle, en juin 2021, pour essayer de retrouver de l'investissement, pour essayer de retrouver de la croissance. De la part des pays qui essaient d'attirer ces investisseurs, c'est pas rien, parce que je te le rappelle, en France, 20 000 entreprises, donc 1% des entreprises en France, qui pèsent 30% des exportations et 20% de l'innovation, 20% de la R&D des entreprises. Tout à fait. C'est des forces motrices assez ça, c'est les investissements étrangers. Ça, c'est les investissements étrangers. Absolument. Alors évidemment, en 2020, donc l'année de la crise, on baisse, on fléchit un peu plus que nos concurrents. Pourquoi ? Il y a une raison structurelle, c'est pas la gestion de la crise sanitaire. On aurait pu penser, les dirigeants ne nous ont pas dit, on aurait pu le penser, c'est une hypothèse, on cherche la petite bête chez EY, que les investisseurs nous diraient les Français ont mal géré les confinements, les couvre-feux, le vaccin, etc. On aurait pu penser que les mesures de soutien économique, le plan de relance, t'es jugé, ok, bof. Non, au contraire, sur le plan de relance économique, bon niveau, voilà, on a fait le job et on a mis les moyens. Bah oui, vu la masse de pognon déversée, là, il manquerait plus qu'il morde. Pourquoi est-ce qu'on fléchit, Stéphane ? Ce qu'il faut le dire, c'est que pourquoi on fléchit ? Parce que les investisseurs internationaux, qu'on va chercher depuis 30, depuis 40 ans, sont très présents dans l'automobile, très présent dans l'aéronautique, très présent dans le tourisme. Alors, ils travaillent pour PSA, pour Renault, pour Airbus, donc pour tu Accor, penses que c'est conjoncturel ? Moi, je pense que c'est conjoncturel. Je pense qu'il y a une vraie course en tête. Et ce hochet, si on écoute mes camarades au Royaume-Uni, là, qui en ce moment sortent leur baromètre de l'attractivité du Royaume-Uni, ils sont piqués au vif de ne pas retrouver cette première place qui, de leur point de vue, leur revient. Oui, enfin, ils se sont pris le Brexit entre-temps. Moi, je suis sidéré des chiffres et de la résistance en fait, du UK. Ah, absolument. C'est assez... mais c'est dingue. Ouais. Mais ça s'explique par pas mal de choses. D'abord, un deal à la fin de l'année qui, à partir de septembre-octobre, n'inquiétait plus trop les entreprises parce que c'est un bon deal. De part et d'autre de la Manche, on dit que c'est un bon deal. Deuxièmement, il y a eu l'éviction des implantations industrielles et une partie des banques qui se sont réorganisées. Cette éviction, elle avait déjà eu lieu en 2017, 2018, 2019. Donc ça, c'est fait. Et il faut reconnaître, les gouvernements britanniques ont pivoté la promesse en fait aux entreprises internationales en disant on veut garder les entreprises du numérique à tout prix. Elles sont toutes restées à Londres. On veut garder le maximum de banques. 92-93% des banques et des effectifs bancaires sont restés dans le Grand Londres. Pour l'instant, ça peut changer, ça peut s'effriter. Et on veut garder de la recherche à Oxford, à Cambridge. Voilà. Donc, ils ont absolument Build Back Better. C'est leur France Relance à eux, c'est leur plan à eux. Ils ont essayé de mettre les moyens, de rassurer. Ils ont maintenu une fiscalité basse. Ils remontent un tout petit peu l'impôt sur les sociétés temporairement, mais ils ont maintenu une fiscalité. Tiens, on va regarder. Alors, justement, ce qu'ils disent, c'est ça qui est intéressant. C'est dans les verbatim. On va voir l'autre slide. Voilà. Laquelle va le plus accélérer dans les 3 prochaines années. Donc ça, c'est ce que te disent les patrons que tu interroges. Digitalisation des services, attention portée au développement durable, au changement climatique. On est OK. Mais derrière, tout ce qui est sensibilité accrue, c'est surtout nouvelle géopolitique de l'investissement. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui viendrait, tous les messages, tu sais d'où je veux en venir, crédit d'impôt recherche, etc.
tous les messages de fragilisation de cet élément-là sont des messages qui peuvent nous faire très mal. Du coup. Oui, et Stéphane, on a encore énormément de nettoyage à faire. On n'est pas au niveau. La France reste encore, coût du travail, 20% plus cher que la moyenne européenne, 40% plus cher que le Royaume-Uni. Ça, c'est le prix catalogue. Ça, c'est la réalité. Mais les éléments aujourd'hui qui jouent le plus pour accélérer cette transformation technologique qui est vraiment partout, omnidirectionnelle, c'est les marchés, c'est le télétravail, c'est l'innovation, c'est les process, l'automatisation, ça c'est numéro 1. Ensuite, pour accélérer, transformation qui est très complexe, mais dans laquelle tout le monde est, parce que les consommateurs la veulent, parce que les collaborateurs nous poussent à le faire, parce que les agences de notation financière, les investisseurs le veulent, c'est la transformation environnementale. Absolument. Et pour le faire, on a besoin de conditions économiques qui vont permettre de financer, de faciliter, d'accélérer tout ça. Donc c'est vrai que alors que l'impôt sur les sociétés va probablement perdre un tout petit peu de son rôle d'arbitre des localisations, puisqu'on va, avec la réforme de l'OCDE, un impôt minimum, donc sans doute une sorte de convergence et beaucoup plus de transparence. C'est sur tous les autres éléments, de la règle, de la fiscalité, du service aussi aux entreprises, du service donné par l'administration. C'est là-dessus que ça va se jouer. Marc, ils veulent avant tout de la stabilité, ces gens-là. Voilà. Oui, et on leur en a donné. Oui, exactement. On leur en a donné depuis 2017. Notamment crédit d'impôt recherche. Là, il y a encore une étude, je crois que c'est le Conseil d'analyse économique. France Stratégie. France Stratégie, voilà. Mais le prix de la stabilité... Exactement. Depuis 10 ans, crédit d'impôt recherche, on ne bouge pas, les règles, et à peu près pas le montant. Impôt sur les sociétés, en 2017, on dit on va le réduire, on va passer de 33%, qui était pratiquement record du monde, à 25% en 2022. Malgré la pression des budgétaires ou la pression budgétaire, on maintient le cap de réduction de l'impôt sur les sociétés à 25% en 2022, alors que quelques autres pays, pas des moindres, le Royaume-Uni, les États-Unis, le remontent. Oui, mais le pour remonte financer la crise. Et moi, je pense que c'est bienvenu. Oui, un peu moins de fiscalité et bien vu. Surtout, bien vu. Enfin, pardon, mais l'info de ces dernières heures, c'est quand même que Biden est en train de renoncer à remonter l'impôt sur les sociétés pour que les Républicains lui accordent son plan massif dans les infrastructures. La négo est compliquée. Voilà. Et sans doute que Boris Johnson va trouver, et que l'administration fiscale britannique va trouver quelques aménagements sur les assiettes, sur les bases fiscales des entreprises. Mais on donne de la stabilité, on manifeste de la constance, on respecte les engagements. Je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant, mais maintenant on le fait savoir, ça se sait que la France ne fait pas de rétroactivité, ne fait pas d'instabilité. Je pense que ça, c'est super important. Voilà. Formation, infrastructure, ça reste la base. Oui, parce que la base de la base. Faut pas l'oublier, c'est la base. La France, c'est d'abord un pays de super compétences. Pour trouver de la productivité malgré le coût du travail, il faut des compétences agiles, créatives, des gens qui bossent beaucoup. Statistiques européennes montrent que les Français sont soit numéro 1, soit numéro 2 de la productivité. Ceux qui bossent beaucoup. Bossent beaucoup. Ceux qui bossent beaucoup. Beaucoup de gens bossent beaucoup, Stéphane, évidemment. Pas que dans la presse, et pas que dans le conseil. Non, mais absolument. Donc ces compétences, il faut, et c'est ça un des principaux défis à l'œuvre pour nous, c'est que ces transformations technologiques environnementales, elles vont se faire en faisant bouger des millions de compétences, de cycles de formation dans les entreprises, dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Ça s'invente pas. Les métiers de demain, il faut les trouver. Probablement un peu plus de mobilité géographique aussi. Si on pouvait avoir un peu plus de mobilité géographique, il y a des bassins d'emploi qui manquent d'emploi et il y a des bassins d'emploi dans lesquels les taux de chômage sont partis complètement dans les tours. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Infrastructure, ça reste un de nos points forts. On sait que l'hôpital a été mis à mal. On sait que l'éducation nationale est sous tension, mais on a quand même des infrastructures. C'est le prix de nos impôts, on les paye. J'ai envie de dire en termes de message que l'État se concentre là-dessus. Oui, sans doute. Voilà, que l'État se concentre là-dessus. Accélère la 5G, et qu'il laisse les entreprises bosser. Bien sûr. Bon, merci Marc. Merci Stéphane. Marc Lermite, donc partner EY sur Bismart.